Chère Laure, chère Isabelle, chère Delphine, merci pour cette invitation qui me fait très plaisir, qui m'émeut presque. Et donc voilà ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. La CLF, d'abord, de quoi parle-t-on? Ses circonstances de survenue, son évolution, que faire avec les bêta-bloquants? L'exemple du syndrome hépatorénal qui est assez intéressant, et que faire dans la CLF grade 3? Alors, on parle de la CLF qui a été définie par une étude prospective européenne qui s'appelle Canonique, et donc on parle de choses qui sont bien établies. Donc cette étude, on a inclus 1300 malades pour une décompensation aiguë de la cirrhose, et 70% de ces malades avaient ce qu'on appelle une décompensation aiguë simple, c'est-à-dire une inflammation systémique de bas grade, pas d'hyperleucocytose, des taux de CRP et de cytokines modérément élevés, pas de défaillance d'organes et une mortalité à 28 jours inférieure à 5%. De l'autre côté, 30% des malades avaient cette fameuse ACLF. Désolé, je n'ai pas de traduction française. En plus, le terme n'est pas parfait parce qu'on parle non seulement du foie, mais également des autres organes. Mais enfin, c'est accepté par l'usage, donc je l'utiliserai aujourd'hui. Et la CLF est définie par une inflammation systémique de très haut grade, avec une hyperleucocytose et des taux élevés de CRP et de cytokines, des défaillances d'organes, et une mortalité à 28 jours oscillant entre 20 et 80%, voire plus, selon le nombre d'organes défaillants. Voilà, c'est ça notre périmètre. Et alors, l'hyperleucocytose, tout le monde en parle, mais on ne sait pas très bien de quoi elle est faite. Et avec un jeune collaborateur de Beaujon, on a regardé ça d'un peu plus près. On a pris 3 groupes de malades, cirrhose décompensée stable, une décompensation aiguë simple et la CLF. Donc 3 groupes, on a regardé l'hémogramme de ces malades. En bleu, vous avez les valeurs normales. Et bon, d'accord, premier résultat, on confirme bien qu'il y a une hyperleucocytose dans la CLF. Et ce qu'on montre ici, c'est qu'elle est entièrement expliquée par la neutrophilie, parce que les malades ont en même temps une lymphopénie et des taux de monocytes qui sont stables. Donc, c'est une maladie, un syndrome plutôt, qui est associé avec une activation importante des cellules de l'immunité innée qui sont les neutrophiles. Et les hématologues connaissent bien cette chose-là, puisqu'ils appellent ça une granulopathièse aiguë, donc une stimulation très forte de la production médulaire de neutrophiles. Alors, il y a une première question qui vient à l'esprit quand on discute avec nos amis asiatiques qui utilisent le GCSF. Y a-t-il vraiment un intérêt à administrer de la CLF, du GCSF à ces malades, sachant que cette cytokine stimule la granulopathièse? Et ma réponse est non, c'est sans intérêt. Et mon opinion est fondée sur les résultats d'un essai randomisé allemand qui vient de se terminer prématurément parce qu'il y avait trop d'effets secondaires mauvais avec le GCSF, donc oubliez le GCSF. Circonstance de survenue de la CLF, c'est l'homme jeune avec une cirrhose alcoolique. Dans l'étude canonique, on a été très surpris de voir que quand on regardait un antécédent de décompensation, il était absent chez 23% des malades et très récent, moins de 3 mois, dans 18% de malades. Donc autrement dit, la CLF peut se développer assez tôt dans la trajectoire de la maladie, et en tout cas n'est pas une complication ultime d'une cirrhose décompensée qui a évolué depuis très longtemps. Donc à garder en mémoire. On a regardé aussi les facteurs précipitants du syndrome. Alors on a retrouvé que l'infection bactérienne, la consommation excessive d'alcool était plus fréquente chez les malades avec ACLF que sans ACLF. On a vu que les malades avec ACLF avaient souvent plus d'un facteur précipitant. Et puis, une autre surprise pour nous, ça a été de voir que 42% des malades avec ACLF
étaient à l'hôpital avec des défaillances d'organes et sans explication cliniquement évidente, sans trigger évident. Et donc tout ça pose des questions de recherche intéressantes. Et puis, alors, l'étude canonique a été bien, mais elle était conçue pour regarder ce qui se passe quand les malades sont hospitalisés pour des compensations aiguës. Ce qu'on a voulu savoir, c'est au fond, on a voulu désosser un peu ce qui se passe avant, en amont. Donc on a monté l'étude PREDICT, qui est terminée maintenant. Il y a 1300 malades qui ont été inclus. Et de façon assez surprenante, on a trouvé un facteur précipitant qui est vraiment prédominant, c'est l'infection bactérienne. 80% des cas, alors que l'infection soit au premier plan, ou, je dirais, mélangée avec de l'hémorragie digestive, l'hépatite alcoolique sévère, mais l'infection est là, dans 80% des cas, active, l'infection bactérienne active. Et puis, dans 20% des cas, il n'y a pas d'explication clinique évidente à la CLF. Et ce qu'on pense maintenant, bien sûr, il faudra avoir la preuve physiopathologique de ça, c'est qu'il y a une translocation de composés bactériens, non pas de la bactérie vivante, infectante, mais de composés bactériens qui migrent de la lumière intestinale vers la circulation systémique. Et on sait que ces composés bactériens sont de très forts stimuli pour l'inflammation et donc expliquent potentiellement la défaillance d'organes. Donc, au fond, ce qu'on tire comme leçon, c'est que il y a un rôle central qui se dessine des composés bactériens, que ce soit dans le contexte de l'infection ou de la translocation. Et donc, il va falloir qu'on développe une stratégie de prévention de l'infection, mais aussi de la translocation de ces fameux composés bactériens. Alors, on est bien ennuyé pour la prévention, parce qu'on a des soucis avec la norfloxacine. Donc, il va falloir trouver des nouvelles molécules, nouvelles approches. Et donc voilà la feuille de route pour l'avenir. L'évolution, alors elle est intéressante, elle a été bien regardée par Thierry Gusteau dans la série canonique. Je montre ici des résultats intéressants. À gauche, vous avez le grade initial d'ACLF, 1, 2, 3. Et puis ce que sont devenus les malades en 3 à 7 jours, donc pas d'ACLF, ACLF 1, etc. Alors en jaune, vous voyez les malades stables. 25% des malades qui étaient ACLF à l'entrée ou ACLF 2 restent ACLF 1 ou 2. 70% des ACLF 3 restent ACLF 3. Mais si vous regardez les cases bleues, vous voyez que 50% des ACLF 1 ou 2 s'améliorent, voire regagnent la rive ACLF 0, et même 30% des malades ACLF 3 s'améliorent, voire regagnent la rive ACLF 0. Et puis en rouge, l'évolution de certains malades ACLF 1, 20% évoluent, s'aggravent, et 25% des ACLF 2 s'aggravent. Autrement dit, ce que ces résultats montrent, c'est que c'est un syndrome très, très dynamique, que lorsque le malade se présente, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, et que de ce fait, l'ACLF de tout grade doit être prise en charge de façon intensive pendant les premiers jours de son évolution. Et puis, aussi corollaire de ces résultats, c'est que la sévérité réelle de l'ACLF est mieux appréciée quelques jours après qu'elle ait débuté. Et d'ailleurs, Thierry Gusteau, dans son papier, a regardé ça de près. Ici, vous avez les probabilités de survie en fonction du score, enfin du grade ACLF mesuré pendant la première semaine, à 3-7 jours. Vous voyez que lorsque c'était ACLF 0, la survie à 6 mois était de 62%, 1, 53%, grade 2, 21% et grade 3, 4%. Donc c'est un bon moyen de se faire une idée précise du pronostic. Alors que faire avec les bêta-bloquants ? On sait tous qu'il y a des papiers discordants, certains disent qu'on peut en donner, d'autres qu'on ne peut pas en donner chez les malades sévères. Alors cette question-là a été abordée par Mukherjee dans la série canonique. C'est une étude rétrospective, mais enfin qu'elle mérite d'exister. Ils ont regardé l'évolution, ils ont regardé les malades ACLF
et ils ont regardé l'évolution du grade ACLF pendant les 3-7 jours en fonction du traitement par les bêta-bloquants. Pas de bêta-bloquant bleu clair, pas de bêta-bloquant bleu foncé. Alors vous voyez que lorsqu'on regarde sur la droite de la figure, la proportion de malades qui s'aggravent avec un grade en plus est plus importante chez les malades qui ne recevaient pas de bêta-bloqueurs par rapport à ceux qui en recevaient. Et inversement, si vous regardez l'amélioration, vous voyez que la proportion de malades qui s'améliorent d'un grade était significativement supérieure parmi ceux qui recevaient des bêta-bloquants par rapport à ceux qui n'en recevaient pas. Autrement dit, ça suggère que les bêta-bloquants pourraient être bons pour les malades qui ont la CLF. Bon, encore une fois, c'est une étude rétrospective. On ne sait pas très bien comment ça marche dans ce contexte-là. Et réellement, il faut faire des études. Et c'est une question très importante, puisque c'est une question de la vie de tous les jours. Alors, l'exemple du syndrome hépatorénal, souvenez-vous, on a été plusieurs ici à contribuer à cette étude de la terlipressin dans le syndrome hépatorénal de type 1. Et on a montré à l'époque que les malades qui répondaient bien, qui amélioraient leur créatinine avec la terlipressin avaient une meilleure survie que les malades qui ne répondaient pas en termes de réponse rénale. Depuis, des essais randomisés ont confirmé ces résultats-là. Ces essais ont montré clairement que plus la créatinine de base était élevée, plus le risque de ne pas répondre était élevé. De même pour le MEL score. Plus il est élevé, moins il y a de chances que les malades répondent. OK. Mais aucun de ces essais n'a pris en compte la sévérité globale des malades, c'est-à-dire comment sont les autres organes dans le contexte du syndrome hépatorénal de type 1. Alors du coup, Salvatore Piano de Padoue a regardé ça de plus près. Il a repris 298 malades avec un syndrome hépatorénal de type 1 qui étaient dans les études randomisées. Il a regardé notamment la relation de la créatinine basale avec la probabilité de réponse rénale au traitement terlipressin plus albumine, et tout ça aussi en fonction des grades ACLF à l'admission. Alors bon, il confirme que plus la créatinine est élevée, plus il y a de chances que le malade ne réponde pas à la terlipressin, mais si vous prenez une valeur de créatinine, vous voyez que, par exemple 4, la probabilité de réponse d'un malade ACLF3 est inférieure à celle du malade ACLF2 et inférieure à celle du malade ACLF1. Autrement dit, le contexte du syndrome hépatorénal est très important dans la détermination de la réponse au traitement. Et donc, il faut prendre en compte ce contexte, c'est très important. Probablement, il faudrait revisiter tous les essais et idéalement, il faudrait en refaire en stratifiant bien les malades en fonction de leur sévérité de départ globale. Alors, que faire dans la CLF? Il me reste combien de temps là? 10 minutes? 20 minutes. 5 minutes. Ok. Que faire dans la CLF? C'est une bonne, de grade 3. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que si vous regardez les résultats de Thierry Gusteau, qui sont résumés ici dans ces diapositives, il a zoomé sur les malades ACLF3 à l'admission et regardé comment ils étaient à J3, J7 et la mortalité correspondante sans transplantation à 28 jours. Vous voyez que dès qu'ils sont ACLF3, donc c'est la ligne orangée puis jaune, eh bien la mortalité flambe. Avec 4 défaillances, c'est 90%, c'est 100% avec 5 et 6. Alors l'idée, c'est de se dire, bon, bah, tout ça est futile, halte au feu, on arrête tout, donc on arrête les soins. La réponse actuellement est non. Non, parce qu'on a la transplantation hépatique. Évidemment, il va falloir affiner ça un peu. Évidemment, je ne montre pas l'étude pionnière de Philippe Mathurin dans le contexte de l'hépatite alcoolique sévère, mais qui est quand même le paradigme montrant que quand le foie est très malade, on les arrange bien en les transplantant.
Ici, vous avez les résultats de Thierry Gusteau dans la série canonique. Il a pris des malades ACLF 2-3 qui ont ou n'ont pas eu de transplantation précoce, c'est-à-dire dans les 28 jours. Et quand on voit la survie à 6 mois des malades transplantés, 80% contre 10%, bon, c'est un argument qui est quand même fort. Puis il y a l'étude d'Artru auquel beaucoup d'entre vous ont participé. Ils ont regardé les résultats de la TH précoce chez les malades ACLF 3. Alors je pense que c'était les malades ACLF 3 à l'admission. Enfin bon, peu importe. On voit bien que la survie est excellente, 84% contre 8% à 1 an. Et de façon intéressante, s'ils ont regardé la survie à 1 an donc des malades transplantés avec ACLF 3, et vous voyez qu'elle est très similaire à celle de ceux qui ont été transplantés ACLF 2, 1, ou même sans ACLF. Donc ce sont des résultats très encourageants et qui font le tour du monde. Alors, maintenant, on a une nouvelle étude, qui est l'étude de Jalan et Sundaram, dans le contexte UNOS. Et là, je montre une figure, des figures du papier, avec 4 groupes de malades, pas d'ACLF, ACLF 1, 2, 3, et dans les ACLF 3, ils ont pris ceux qui n'étaient pas ventilés au moment de la transplantation hépatique. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, à l'évidence, ces malades qui sont ventilés, qui sont ACLF 3, pardon, sont plus sévères que les autres, et ils ont une survie à 1 an qui est inférieure, mais elle reste quand même largement supérieure à 85%. Donc c'est très encourageant. Donc ensuite, ils ont zoomé sur l'ACLF 3 transplanté en fonction de ventilation mécanique au moment de la transplantation ou pas. Et là, à l'évidence, quand ils étaient ventilés, les malades, au moment de la transplantation, ils ont une survie à 1 an significativement inférieure à ceux qui n'étaient pas ventilés. Donc là, on a affaire à des malades très sévères, mais encore une fois, vous voyez les résultats, c'est plus de 75% de survie. Donc on est quand même dans des chiffres qui sont loin d'être négligeables, mais même remarquables. Alors, toujours en zoomant de plus en plus, maintenant, c'est les malades ACLF ventilés au moment de la transplantation, et ils ont regardé le délai de transplantation. Et plus c'est court, plus c'est bon, c'est-à-dire que les malades qui ont été transplantés très vite en rouge, en moins de 30 jours, ont une meilleure survie à 1 an que les malades qui ont été transplantés au-delà de 30 jours. Donc ce sont des bonnes nouvelles, puisqu'ils vont permettre probablement d'affiner les critères d'urgence. Alors il y a le receveur, mais il y a aussi tout ce qui est autour du donneur. Dans ce papier intéressant, ils ont regardé toujours chez les malades ACLF 3 ventilés au moment de la TH, le donneur risque index, DRI, et lorsque ce donneur risque index était de 1,7 ou plus, eh bien, la probabilité de survie à 1 an était plus basse que lorsque le DRI était inférieur à 1,7. Donc, il faut aussi tenir compte de ces paramètres-là, et on peut certainement améliorer les choses et donc optimiser les résultats de la transplantation chez les malades avec une ACLF grade 3 et même ventilée. Donc, en conclusion, mesdames, chers amis, la plupart des cas d'ACLF étant en relation avec la présence de composés bactériens dus à une infection ou leur translocation, des stratégies visant à prévenir cette présence doivent être développées. L'ACLF, quel que soit son grade à l'admission, doit être prise en charge vigoureusement pendant les premiers jours. La sévérité réelle de l'ACLF est mieux appréciée après ces premiers jours. L'ACLF 3 devrait être transplanté rapidement. Et il faut qu'on affine les critères. Je crois savoir qu'une étude est en cours de préparation à ce sujet. Il y a plein d'autres choses à dire. Ces malades avec ACLF sont exposés aux infections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment utiliser l'albumine? Enfin, plein de choses, mais bon, on n'a pas le temps là. Merci.